Nous sommes le 28 février 2026. Nous sommes le 28 février 2026 et c'est un jour spécial. Ici Ben Moubamba. L'émission ne sera pas facile, elle sera boycottée ou il y aura des tentatives de sabotage parce que c'est un jour de guerre. L'histoire retiendra qu'aujourd'hui, le 28 février 2026, l'alliance États-Unis de Donald Trump, le président sur lequel le monde comptait pour nous emmener vers l'âge d'or du monde d'après, allié donc à l'État d'Israël, que tout le monde connaît, eh bien le 28 février sera comme le jour du déclenchement peut-être de la Troisième Guerre mondiale, incluant une guerre d'abord régionale au Moyen-Orient, et ensuite une guerre mondiale, si jamais la Chine, la Russie, la Corée du Nord et d'autres pays se mettent derrière l'Iran attaqué, parce que ces pays considéreraient que c'est une attaque contre l'Iran, mais également une attaque contre le Sud global. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout de cette émission, parce que vous savez que je fais partie des acteurs politiques du Sud global qui pensent qu'il faut condamner cette agression, cette guerre d'agression contre l'Iran, qui ne fait que défendre sa souveraineté et qui n'a pas le droit de vivre de son modèle politique, qui est une république islamique, c'est-à-dire une chose publique des musulmans, principalement en Chine. Dans un contexte, j'espère que vous continuez de me suivre, dans un contexte où, en effet, je suis le vice-premier ministre d'Ali Bongo et très très fier de l'avoir été. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de décoder le système et d'avoir une expérience que ceux qui sont morts, par exemple, comme Richard Moulomba, qui repose en paix, et d'autres n'ont pas eu, ou d'autres qui n'ont pas fait cette expérience d'être totalement engagés au service de l'État sans se corrompre. Donc, être au service dans un gouvernement, vice-premier ministre d'Ali Bongo, c'est une fierté pour moi, c'est une expérience que certains n'auront jamais. En plus, je me suis fait tout seul, sans un parrain, et cette jalousie générationnelle ne me touche pas. Je suis très fier d'avoir servi mon pays. Vous voyez comment mon direct est saboté, parce que j'ai pris la position suivante. C'est une guerre contre le Sud global. C'est une guerre contre le monde d'après. C'est une guerre contre le monde multipolaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui deux positions dans l'histoire du monde, et le Gabon, qui n'a pas des autorités compétentes en ce moment, doit s'inventer une nouvelle démocratie, une nouvelle diplomatie, autant pour moi. Le feu président Omar Bongo avait au moins une diplomatie, on la connaissait, ni ingérence, ni indifférence. Hein. C'était la doctrine politique du président défunt Omar Bongo, s'appuyait sur la non-ingérence et la non-indifférence. Tout le monde l'a vu. Depuis quelques années, il n'y a plus de ligne politique, de ligne diplomatique claire en faveur soit de l'Afrique, du panafricanisme, ou dans un alignement pour l'OTAN ou l'Occident, ou un alignement en faveur du Sud global. On ne sait pas ce que les Gabonais veulent. Notre pays avait déjà été connu pour être le saboteur de l'unité africaine, de l'OUA, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est appuyé sur ces trois pays-là pour dynamiter les projets panafricanistes des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Et vous aurez remarqué que dans la guerre qui commence contre le Sud global, contre le monde multipolaire, tout de suite, l'Union africaine, qui n'est qu'une caisse de résonance, qui n'a aucune identité, qui n'a rien à voir avec les pères fondateurs de l'OUA, Julius Nyerere, Haïlé Sélassié, Modibo Keïta et bien d'autres grandes figures de notre continent. Vous avez vu que l'Union africaine s'est tout de suite alignée sur les positions des États-Unis et d'Israël en condamnant le droit de
le droit à l'Iran de se défendre. C'est la première fois que mes lives sont attaqués, que mon live est attaqué de cette manière, parce que justement, je veux être un Africain, un être humain qui a choisi la transformation, qui n'est plus un indigène. Quelqu'un qui est là, qui dit oui à tout, qui accepte l'humiliation, la réduction à l'esclavage à perpétuité des Noirs et des Africains. C'est ce genre de leader que nous avons malheureusement en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, alors que les pays africains de l'Afrique australe sont dans une autre dynamique. Que vous preniez la Namibie, que vous preniez le Botswana, que vous preniez l'Afrique du Sud, que vous preniez la Zambie, tous ces pays sont en train d'aller vers l'autodétermination, vers une forme de souveraineté, en tout cas une défense de la dignité. Il faut être Gabonais, Camerounais, Équato-Guinéen, Congolais, voire... Mais j'irai jusqu'au bout malgré les coupures. Dites-moi juste si malgré les coupures, le live revient de temps en temps. Il va être très attaqué ce live parce que évidemment, je suis contre... Mais qui est cet imbécile heureux de Maître Yedi? On parle des vraies choses. Toi, tu viens nous poster tes conneries de marabout, de vendeur d'illusions, de multiplication d'argent, de sort de vaudouisme. Maître Yedi, mais quel connard, mais sors de ce live. Tu n'as pas ta place ici. Arrêtez de venir poster vos conneries de maraboutage et de vaudou sur cette page, bon sang. Ça, c'est l'exemple même de l'Afrique qu'on est en train de dénoncer, qui n'avance pas. Une Afrique qui ne peut pas se tenir debout, qui reste dans la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, et qui n'est pas capable de se réformer, de se réinventer. Aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau monde. Peut-être même que le guide de la République islamique d'Iran est mort. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, mais s'il est mort, les États-Unis et Israël sont en train d'entraîner le monde dans le problème théologico-politique de l'islam qui date de 14 siècles. Mais comme on est dans un monde dirigé par des brutes, par des cow-boys, par des mercenaires, par des voyous, des bandits, qui ne prennent pas le modèle. Voilà un pays, la Chine, qui se développe sans commettre de génocide, sans attaquer le monde entier, qui fait du commerce. Mais il n'y a que les Occidentaux pour penser que s'ils doivent évoluer, il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils massacrent, il faut qu'ils réduisent les autres en esclavage. Moi, je suis très reconnaissant parce que j'ai une mentalité occidentale et africaine, mais je veux être lucide. Aujourd'hui, le 28 février, nous entrons vraiment dans quelque chose qui risque de détruire toute la planète. Toute la planète, parce qu'on n'aura pas pris très au sérieux cette question fondamentale. Cette question fondamentale est quoi? Qu'est-ce que le problème théologico-politique de l'islam? Et comment impacte-t-il le monde? Et ça nous concerne en tant que Gabonais, pourquoi? Parce que nous avons été dirigés par un deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui s'est converti à l'islam, qui a fait le pèlerinage, le Hajj, à la Mecque. Il est donc tombé du côté de l'islam majoritaire qu'on appelle les sunnites. Il y a deux formes principalement. Il y a deux formes principalement d'islam. Vous verrez que j'hésiterai parce qu'on cherche à saboter ce live, parce que j'ai le courage, contrairement aux autorités gabonaises, de m'exprimer sur la question au nom du Gabon d'après, au nom du monde d'après. Vous avez deux formes d'islam. Vous avez les sunnites, qui sont majoritaires dans la culture musulmane et qui sont principalement représentés par l'Arabie saoudite et les Saoudiens. Ensuite, vous avez les chiites qui eux, sont non seulement des Iraniens, mais ils sont aussi des Syriens, ils sont des Libanais. Au Liban, c'est les Hezbollah. En Syrie, c'est les Alaouites. Et au Yémen, ce sont les Houthis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, même en Irak, il y a des chiites qui se réclament de chiisme. Quelle est la différence entre le chiisme et le sunnisme? Vous savez que moi, j'ai passé ma thèse des sciences politiques à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris sur ce thème, sur la question théologico-politique qui est essentielle dans les relations internationales, dans l'avenir du monde. Donc,
Aujourd'hui, il se peut que la mort de l'ayatollah Khamenei soit confirmée ou que ce ne soit qu'une guerre psychologique. C'est d'autant plus grave que, en fait, le monde est allé s'insérer dans un problème qui est vieux de 14 siècles et qui risque de déclencher une évolution très très négative du monde. Pourquoi? Parce que, vous savez que, bon, je vais raccourcir mon live et donner essentiellement en quelques minutes ce que je voudrais dire, parce qu'il est saboté. L'islam est une des plus grandes religions du monde. On ne peut pas jouer avec cette religion. Mais elle a un problème interne, c'est le problème du califat. C'est-à-dire, qui est le guide de la communauté musulmane. Et en faisant la guerre à l'Iran, et donc en faisant la guerre à l'Iran, tout simplement, on prend fait et cause pour une partie, un camp qui s'est divisé en 632. Lorsque le prophète Mahomet est mort, il n'avait pas réglé le problème de sa succession. Qui devait succéder à Mahomet en tant que calife, c'est-à-dire en tant que guide, en tant que leader de la communauté musulmane? Alors, il y a eu un débat, est-ce que c'était son gendre Ali, qui avait épousé sa fille Fatima, ou alors c'était son beau-père Abou Bakr, qu'on appelle en Afrique Abou Bakar. Donc, Ali a eu le sentiment qu'il avait été désigné, mais pendant qu'il préparait les funérailles, de son beau-père Mohamed, Abou Bakar, son beau-père, a organisé une assemblée élective et il s'est fait élire. Je vais faire très court aujourd'hui, bonsoir Justi Ibega, parce que ce live est très très attaqué, parce qu'on ne veut pas que je parle et que je dise la vérité et que je révèle les secrets de l'histoire. Le secret de l'histoire du problème théologico-politique de l'islam, c'est quoi? C'est le problème du califat. Et vous ne pouvez pas être un cow-boy ou un sioniste et vous débarquer comme ça dans un problème de 14 siècles et vous pensez que vous pouvez le régler en tuant le guide d'un des camps musulmans et en détruisant son pays comme vous avez détruit l'Irak en 2003. Donc en fait, en 632, lorsque le prophète Mahomet meurt, contrairement aux espoirs d'Ali, son gendre, l'époux de sa fille, et donc le père aussi des deux enfants, des deux petits-fils de Mahomet, c'est-à-dire Hassan, qui a donné Hassan II du Maroc, et Hussein, qui a donné le roi Hussein de Jordanie, eh bien, contrairement à ce à quoi on attendait, il y a une assemblée élective qui désigne Abou Bakr comme premier calife, c'est-à-dire premier guide, après Mahomet, de la communauté musulmane. Donc à partir de là, Abou Bakr il va régner, il meurt, il est remplacé par Omar, qui a donné d'ailleurs Omar Bongo, il s'est inspiré de ça. Ça a donné Omar, et les trois califes qui vont succéder à Abou Bakr, ça va mal se terminer. Pourquoi? Parce que il y a au départ de ce problème des califes, parce que vous avez Abou Bakr, vous avez Omar, vous avez Othman, et vous avez le quatrième calife qui est Ali. Ali qui a donné Ali Bongo, qui est donc le gendre du prophète Mahomet. Mais après Abou Bakr, tous les trois califes qui ont suivi, ils ont été assassinés. Pour diverses raisons, ils ont été tués. Parce que, bon, voilà, c'était la naissance de l'islam. Et là, on est donc au 7e siècle de l'ère chrétienne. Donc, ce qui va se passer par la suite, c'est que quand Mahomet est arrivé à la Mecque en 622, il a fait la guerre aux polythéistes, à ceux qui ne voulaient pas accepter l'islam. Il y avait là-dedans un certain Soufiane. Soufiane, c'était le chef du clan des Omeyyades. Parce que c'était organisé en clans, même aujourd'hui, les tribus et tout, comme chez nous. Donc il y a les Omeyyades, ils ont Soufiane à leur tête, et ce Soufiane, il ne veut pas se convertir à l'islam. Mais quand Mahomet arrive en 622, il sait que la partie est perdue, l'islam, Mahomet va gagner, donc il se convertit, il fait le converti de la dernière heure. Voilà comment il devient musulman.
en fait, on le soupçonne de s'être converti à la dernière heure par stratégie, mais que ce n'était pas vraiment un vrai musulman. Mais lui, il va donc donner son fils à son fils qui s'appelle, comment s'appelait-il encore? Il avait un fils qui va devenir un conseiller de Mahomet, et ce fils-là s'appelait, Muawiyah, il s'appelait, et c'est lui qui va aussi avoir un autre fils qui va s'appeler Yazid. Comment les chiites et les sunnites vont se diviser? On a là des 4 califes qu'on appelle les califes bien guidés. On a Abu Bakr, on a Omar, on a Othman, on a Ali. Ali va se faire assassiner d'un coup d'épée empoisonné par un illuminé qui a promis sa tête à sa bien-aimée. Donc, une histoire de cœur, il est illuminé, un fou, il vient, il tue Ali. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est Muawiyah qui prend le pouvoir, le fils de Soufiane, qui avait fait semblant, entre guillemets, de se convertir. Il va bien diriger, il va mourir, ça va plutôt bien marcher, mais il va être remplacé par un enfant fou, qui va s'appeler Yazid. Et c'est ce Yazid-là qui va stopper le processus de désignation du calife de la communauté musulmane par une assemblée élective. Eux, le Muawiyah à Yazid, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle les monarchies. Donc, le leader de l'islam va maintenant être un monarque. Donc, ce qui va se passer, c'est que Yazid, qui est fou, qui est maintenant, maintenant la communauté musulmane est guidée de père en fils, c'est la monarchie, c'est maintenant le Shah d'Iran, tout le monde veut, maintenant c'est des rois qui dirigent, alors que ce n'était pas comme ça avant. Non seulement Ali, le dernier calife bien guidé, est assassiné par un illuminé, mais en fait, les Omeyyades, c'est-à-dire la tribu de ceux qui avaient fait semblant de se convertir au moment de l'entrée de Mohammed à la Mecque, ils ont maintenant un descendant fou qui s'appelle Yazid, c'est les Omeyyades. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose d'impensable. Il va déjà demander au fils d'Ali, Hassan, de quitter le pouvoir, et Hassan, comme Hassan II du Maroc, il va quitter le pouvoir. Mais il y a un deuxième fils, un petit-fils de Mohammed. Le petit-fils de Mohammed, qui s'appelle Hussein, lui, il va tomber dans un piège en Irak, dans une ville qui s'appelle Kerbala. On va l'emmener là-bas dans un piège, on va le tuer, lui et toute sa famille, 70 personnes massacrées par les 4000 combattants de Yazid, un Omeyyade. C'est ce qui va donner la naissance des chiites qui sont en Iran. Parce que eux, ils ne vont pas accepter que le sang génétique, que quelqu'un qui a les gènes, qui a l'ADN du prophète Mahomet ait été tué par d'autres musulmans. Eux, ils vont maintenant se revendiquer de Ali. Ils ne vont plus suivre les Omeyyades, qui sont ceux qui étaient élus califes de avant, et qui après ils se sont désignés comme des successeurs de père en fils, un peu comme c'est le cas maintenant en Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il va y avoir donc la branche des chiites, qu'on voit en Syrie comme alaouites, qu'on voit au Yémen comme Houthis, qu'on voit au Liban comme Hezbollah, qu'on voit en Iran comme les chiites. Eux, ils se revendiquent d'un islam plus mystique, plus spirituel, moins omeyyade, enfin, en tout cas, ils sont dans la filiation d'Ali, le gendre du prophète, et c'est lui qu'ils attendent après son assassinat, et l'assassinat aussi de son fils Hussein. Ils ont la doctrine qu'on appelle l'attente de l'imam caché. Eux, ils n'ont pas peur de la mort, ils relativisent cette vie, et en plus, ils ne sont pas dans les calculs des Omeyyades. Donc, je résume les choses, les Omeyyades vont diriger, il va y avoir une succession de califes pendant des années. Les Omeyyades seront vaincus par ce qu'on appelle... Les Omeyyades, c'est eux qui vont avoir une influence musulmane de l'Inde jusqu'en Espagne. C'est ça la tribu des Omeyyades. Mais ils vont être renversés par la tribu des Abbassides. Les Abbassides, ça vient de Abbas, comme Mahmoud Abbas, le Palestinien.
eux, ils sont Abbas, il est l'oncle du prophète Mohammed, c'est de cette famille-là, les Abbassides. C'est eux qui vont vaincre qui vont remplacer les Omeyyades, hein, ceux qui viennent de Soufiane, celui qui a fait semblant de se convertir. J'ai d'ailleurs mis cette cravate noire pour vraiment manifester ma tristesse devant cette troisième guerre mondiale qui risque de se finir en guerre nucléaire et en destruction du monde pour empêcher le monde multipolaire, le sud global de naître et pour garder le nouvel ordre mondial. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas d'autre chose. Donc, si on condamne cette guerre, c'est parce qu'on sait que c'est pas une guerre seulement contre l'Iran, c'est une guerre contre le sud global, contre le monde multipolaire. C'est pour garder l'impérialisme à sa place. Donc, les Abbassides, ce sont eux qui vont faire l'islam des Lumières. Pendant 5 siècles, ils vont faire vraiment un islam que les mauvaises personnes en Occident ne veulent pas reconnaître qu'à ce moment-là, les musulmans sont la référence mondiale. En sciences, en mathématiques, en médecine, les Avicenne, les Al-Farabi. Moi-même, j'ai fait mon travail de thèse en sciences politiques sur notamment tous ces aspects de l'islam des Lumières. Donc, il y a eu un temps, c'est pas parce que je ne suis pas musulman que je ne vais pas reconnaître qu'il fut un temps où l'islam, sous les Abbassides, pendant 5 siècles, c'est eux qui ont protégé les textes grecs, les textes des scientifiques, des grands philosophes. Ils les ont traduits en arabe. Et c'est grâce à ça que quand les Européens sont sortis de l'obscurité du Moyen-Âge et qu'ils ont voulu faire la Renaissance, c'est chez les Arabes, chez les Abbassides, qu'ils sont allés chercher la connaissance. Que ce soit en Bagdad, que ce soit en Syrie, la connaissance, la brillance, la lumière était chez ce qu'on appelait les Lumières musulmanes. C'est ça. À partir du moment où les Abbassides vont prendre le pouvoir grâce aux chiites, eux aussi les Abbassides, au bout de 5 siècles, ils vont se fatiguer, ils vont faire n'importe quoi et ils vont se faire attaquer par les Mongols. Et c'est comme ça qu'après 5 siècles, l'islam va tomber dans les ténèbres. Parce que l'islam qu'on connaît aujourd'hui n'est pas l'islam qu'il y avait avant. L'islam des Lumières a existé. Ça, il faut le dire. Et cet islam des Lumières a été représenté par surtout les Abbassides, qui étaient en alliance avec les chiites. Ce qu'on appelle les Iraniens, les Perses, tout ça. Vous allez en Syrie, à Petra, vous allez, tout ce qu'on appelle Bagdad, la médecine, c'est Avicenne. Pardonnez-moi parce que mon live est attaqué, faites des j'aime si vous êtes un peu nombreux sur cette mini-conférence. Les Avicenne. Vous prenez un théologien catholique comme Thomas d'Aquin, il ne savait rien. Il va aller découvrir Aristote en lisant le musulman Averroès. Moi, j'ai travaillé sur un génie musulman qu'on appelle Al-Farabi. Je n'ai pas le temps de développer ça. Je connais toutes les religions, j'ai travaillé sur ma thèse, ma thèse des sciences politiques sur le problème théologique. Personne ne peut me tromper aujourd'hui et me dire que non, je suis chrétien, je suis meilleur que toi, je suis juif, je suis supérieur à toi, je suis musulman, je suis ceci. Je sais que le monde d'après où on doit aller, c'est un monde réconcilié. C'est un monde où il y a des ponts. C'est un monde où on se parle, on se comprend, on ne se divise pas. On n'est pas seulement avec ceux qui vous ressemblent. On s'enrichit. C'est ça le monde multipolaire de la différence des autres. C'est ça le monde nouveau. Mais le monde unipolaire, ils veulent nous garder sous l'influence des cow-boys, qui est des mangeurs de hamburgers mélangés à la chair humaine. Ils veulent nous garder dans les Epstein Files. Ils veulent nous garder dans la domination, dans l'esclavage. C'est un monde ancien qu'il faut tourner la page de ce monde. Et si vous ne comprenez pas que l'attaque américaine, c'est parce qu'il y a les Epstein Files et parce qu'on veut garder le monde cow-boy, le monde de la racaille américaine, et qu'on a envoyé européenne, la racaille européenne, tous ces prisonniers, toutes ces prostituées, tous ces bandits, sans foi ni loi qu'on a envoyés aller peupler l'Amérique, aller peupler l'Australie, aller peupler l'Afrique. Voilà, c'est ce monde-là qu'il faut absolument remplacer par le monde multipolaire. Mais le monde unipolaire, c'est pour nous garder dans la transhumance, dans le transhumanisme dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire un monde où les gens sont des machines, sont des esclaves, sont des numéros. On garde toujours au Gabon,
toujours des présidents, des dirigeants, des gens qui tuent l'école, qui tuent la santé, qui sont là pour faire du sale, qui sont là pour empêcher les gens de devenir ce qu'ils doivent devenir. Donc, en fait, le problème théologico-politique de l'islam, c'est le califat, c'est-à-dire qui dirige la communauté musulmane. Donc, il y a eu un problème entre les descendants du prophète Mohammed et les califes qui étaient élus jusqu'à Ali, qu'on appelait les califes bien guidés. Après, on a voulu faire des monarchies comme dans le Golfe. Maintenant, les chefs de la religion, c'était maintenant les rois, les monarques qui se passent l'autorité de la religion, de la foi, de la spiritualité, de père en fils. Et c'est ça que le chiisme iranien combat. C'est ça que les autres qui ne sont pas sunnites ne veulent pas, parce que eux, ils sont par exemple en Iran pour une république islamique. Ils ne veulent pas d'être une monarchie islamique. Ils veulent qu'il y ait des élections, qu'il y ait des experts, qu'il y ait des scientifiques, qu'il y ait tout ça, que ce ne soit pas un monarque. Ali Khamenei, l'ayatollah, n'est pas un monarque. C'est un élu d'une assemblée élective, comme c'était au début de l'islam. Donc le problème de l'islam, c'est le califat. Et quand je vois Oligui Nguema, le président du Gabon, s'amuser à aller, une fois il est à l'église, une fois il s'amuse à la mosquée, sans savoir où il est, dans quoi il met les pieds, sans se renseigner, moi j'ai peur pour le Gabon. Il s'est rendu, Oligui Nguema, l'autre jour aux Émirats, les Émirats arabes unis qui ont été attaqués aujourd'hui, il s'est rendu en Turquie l'autre jour, mais il ne sait même pas que, après les Abbassides, on approche du XIIIe siècle, il y a eu les Mongols qui ont détruit toutes les connaissances de l'islam des Lumières. Ils ont brûlé toutes les bibliothèques, ils ont tué. Les eaux de l'Irak étaient rouges de sang. Et c'est comme ça que l'islam va être maintenant remplacé par les Turcs, qu'on appelle à l'époque les Ottomans. C'est eux qui vont maintenant dire, c'est nous les califes. Nous voulons être califes. L'expression « je veux être calife à la place du calife », c'est de ça que ça vient, c'est de ça qu'il s'agit. C'est en 1924 que les Ottomans vont abolir ce qu'on appelle le califat. Ils vont désormais dire qu'il n'y a plus de calife, la communauté musulmane n'a pas besoin de... Donc si on ne connaît pas cette histoire que les Turcs, ce sont eux qui ont dit la communauté musulmane n'a pas besoin d'un guide, on ne sait pas, on ne comprendra pas pourquoi un roi s'est imposé à la tête de l'Iran. C'est la famille des Pahlavis, le Shah d'Iran, de père en fils, et puis machin, jusqu'à celui qui veut prendre le pouvoir maintenant. C'est-à-dire que les monarques ont voulu être les dirigeants de la communauté, du moins en Iran. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand l'ayatollah Khomeini, lui, il revient, en fait, en 1979, dans sa révolution islamique, il remet, en fait, il met fin à la monarchie au sein de la communauté musulmane. C'est pour ça va couper, mais j'irai jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'entendre avec les Saoudiens, avec les familles royales du Golfe, avec les princes de Dubaï, les Émirats arabes unis, parce que leur vision de l'islam correspond plus à la vision des califes bien guidés, c'est-à-dire, ce n'est pas des gens qu'on désigne comme ça de manière royale. C'est des gens qui sont choisis par la providence, qui sont élus, les ayatollahs, ceux qui dirigent dans le cas de la République islamique, ils ont ce qu'on appelle un collège des experts, et donc ce sont les Turcs qui ont aboli le califat, en fait. Et ça fait très mal aux musulmans. D'abord, ils ont perdu la science des Abbassides. Ensuite, ils sont tombés sur les Ottomans, qui ont aboli le califat, donc la guidance. Les musulmans qui vont m'écouter vont dire, mais mon baba, mais le gars là est vraiment terrible, comment il connaît tout ça? Mais moi, je suis un savant. Même si les gens me contestent, les gens ne veulent pas que je parle. Regardez, un petit live, on s'abonne ça parce que personne ne doit parler, parce que le noir, il doit être bête comme un Gabonais, disent-ils. Mais c'est faux. Nous, les Gabonais, nous sommes très intelligents. Et nous allons nous battre pour le monde multipolaire. Le Gabon ne va pas parler de cette affaire parce qu'ils ont peur, c'est des esclaves. Ce sont des esclaves, la servitude volontaire, c'est ça. Le noir d'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui, il n'a pas de vision. On a perdu les Julius Nyerere, on a perdu les grands leaders africains, on n'a plus que des esclaves à la tête de nos pays. Et ça, c'est très gênant. En tout cas, pas en Afrique australe. Moi, je connais l'Afrique australe. Là-bas, eux, ils sont capables de dire à Trump, tu veux nous donner 2 milliards en vertu de quoi? Qui t'a appelé? Est-ce que nous, on a besoin de ça? C'est ce qu'ils ont dit au Botswana. Et pareil, dans les autres pays, en Zambie, ils ont dit, nous, on ne va pas prendre ton argent parce qu'il y a un piège derrière.
Il a fallu, arriver en Afrique centrale, chez les Bantous là, de l'Afrique centrale, Tshisekedi, allez, on lui donne l'argent pour vendre toutes les richesses d'un pays qui est une super... Le Congo démocratique qui est riche, plus riche que les États-Unis. Ils sont mendiants, ils prennent l'argent, ils ne savent pas le piège qui va se refermer sur eux, comme il s'est refermé sur l'Américain Charlie Kirk. Charlie Kirk avait pris l'argent que des donateurs, beaucoup d'argent, des centaines de millions. Après, il s'est rendu compte qu'il s'était prostitué, il a compris avec l'affaire de Gaza que, oh mince, il a fait des choses bizarres. Il a dit, moi je ne veux plus de votre argent, c'était trop tard. Il a été trahi par les siens, même par la sienne. Il a été exécuté, on a pris un transsexuel, on dit c'est toi qui as tiré, alors que tout le monde voit bien que c'est pas lui. La preuve c'est que son procès n'avance pas, mais il a été exécuté. C'est ce que les Gabonais font. C'est ce que les Gabonais font, les Congolais font, les Camerounais, l'Afrique francophone, une Afrique nulle, une Afrique centrale, endettée au balango, il n'y a pas d'argent, ça ne marche pas la CEMAC, mais parce qu'il y a pas... C'est la terre voilà, maintenant on a des musulmans, on ne sait pas de quelle branche, qu'est-ce que ça veut dire, on croit que c'est le carême, c'est juste un jeu, on va aux Émirats, en Arabie, on ne sait pas ce que ça veut dire, le califat, on ne sait pas ce que ça veut dire les chiites, on ne sait pas ce que ça veut dire les sunnites. Et dans un pays comme le Gabon, il y a plusieurs religions, les leaders doivent être très éclairés et très intelligents. Il faut condamner, je vais finir parce que les saboteurs, les GAFAM, ils se disent, mais Moubamba, là, où il est en train de nous critiquer, c'est pas lui qui félicitait Trump le dos, c'est pas lui qui était chez nous en 2014, c'est pas lui qui... Non, à un moment, il faut être au service de la vérité. Il ne faut pas soutenir le mensonge et les bêtises parce qu'en fait, on a peur. L'Afrique doit cesser d'avoir peur. On va te tuer. Mais regardez Khamenei, il s'est dit, mais moi, on va me tuer à 85 ans, mais je m'en fous, j'ai déjà vécu, j'ai déjà transmis. Chacun désigne son successeur. Ils pourront nous tuer, mais l'Iran ne cédera pas. Parce que nous sommes les suiveurs d'Ali. Ali, le gendre du prophète Mohammed. Les autres, ils sont les Omeyyades, ils sont ceci, ils sont cela. Nous, on a soutenu les Abbassides quand l'islam est devenu l'islam des Lumières pendant 5 siècles. C'était vraiment la culture la plus rayonnante. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous tuer pour ouvrir des fast-food, pour faire de nos filles des prostituées, pour faire entrer la drogue comme en Afghanistan, pour faire la chute des principes, des valeurs et des normes, pour nous faire du Epstein, agresser nos filles, les enlever. Voilà le monde qu'on nous propose. C'est ça le monde unipolaire. Mais ça, normalement, il faut le rejeter, à commencer par les pays africains. Donc, moi, j'invite le Gabon vraiment à condamner l'attaque d'Israël et des USA contre l'Iran. Pourquoi? Pas parce que je suis musulman ou chiite, je ne le suis pas, mais parce que je vois que c'est une attaque contre le Sud global. C'est une attaque contre le monde multipolaire. Voilà un homme qui demandait le prix Nobel de la paix et qui cachait son jeu. Voilà un scandale comme Epstein qu'on veut étouffer derrière des bombes. Nous devons rester éveillés. En tant que Gabonais, nous devons comprendre que l'Union africaine, c'est un machin, c'est un truc même dont il faut sortir. Ça n'aide pas les Africains. C'est pareil pour la CEMAC, c'est pareil pour la CEDEAO. Tous ces trucs-là sont des trucs des derniers hommes, c'est-à-dire le monde d'avant. Ça ne fera pas avancer l'Afrique d'un iota. Nous devons nous inscrire dans les mouvements providentiels de l'histoire. Nous devons comprendre que le problème théologico-politique de l'islam, c'est le califat. Le califat a été cassé par les Turcs, les Ottomans, cassé en 1924. Et c'est comme ça qu'on a mis quoi? On a mis maintenant les monarques à la tête de l'Iran. Mais la civilisation iranienne est une civilisation qui est marquée par la référence à Ali. La référence à une certaine idée de Dieu. Et en plus, derrière, il y a le zoroastrisme, la religion du feu avec Zarathustra. Et on veut aller casser cette civilisation qui résiste au matérialisme et au monde unipolaire. Celui qui a inauguré la révolution islamique, c'est l'ayatollah Khomeini, mais je regrette, malgré tout ce qu'on dit, tous ces Iraniens qui sont des ingénieurs,
tous ces gens qui sont vraiment plus illuminés que les Arabes. On ne peut pas comparer un Iranien à un Arabe. Ils sont très éveillés, contrairement à ce qu'on va vous faire croire. Cependant, ils ont vécu 50 ans de sanctions et ils ont réussi à résister. Ils sont alliés avec la Chine, avec la Russie. Ils sont pour le monde multipolaire. Nous devons les soutenir. Nous rêvions avec Donald Trump d'une Amérique qui se mette au service d'une nouvelle humanité. Entre-temps, on a les taxes douanières, on a le Groenland, on a les Epstein dossiers machin, on a des trucs horribles qui sortent. On a Oligui Nguema, le président du Gabon, qui vend aux Zouris et du territoire national aux Américains sans aucune transparence. On a un pays qui veut piller le Congo démocratique avec Tshisekedi. On a les larbins qui dirigent nos pays et qui ne veulent pas se battre. Comme les gens ont honte devant l'Iran parce que les Iraniens préfèrent mourir que de céder. Et donc nous devons comprendre, en fait, dans cette affaire qui risque de se dévoluer en troisième guerre mondiale et en guerre nucléaire et qui n'épargnera personne, que l'Afrique, les jeunes Africains doivent se pencher du côté du monde multipolaire, du monde d'après, du sud global, au lieu d'avoir peur. Les Américains, les Occidentaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et je finis par là. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce qu'entre-temps, il y a eu le 11 septembre, il y a eu la guerre en Irak, la pendaison, le machin, il y a eu Saddam Hussein, il y a eu la mort de Kadhafi. L'Amérique n'est plus le modèle du futur. Je suis au regret de le dire. Ce n'est pas parce qu'il y a du high-tech, il y a du Elon Musk, mais l'Amérique n'est plus le modèle du futur. L'Amérique a cessé d'être le modèle du futur. Ne vous fiez pas à la technologie, aux porte-avions et tout ça. Moralement, les principes, les valeurs, les normes, l'Amérique n'est plus le modèle du futur. Le futur, c'est le multipolaire. Et ensuite, on était obligé, en fait, de sauvegarder l'Iran. Pourquoi? Parce que dans ce que les Américains ont fait en Irak, ils ont fait renaître l'idée de califat, mais dans le mauvais sens. Ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Ce sont eux. Ils l'ont créé comment? Lorsqu'ils ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein, ils ont détruit le parti Baas qui stabilisait l'Irak. Ils ont pris tout le pétrole, tout. Ils ont tué 1 million, plus d'1 million, pétrole contre nourriture, les machins, et ils ont réduit ce pays à l'âge de pierre, comme la Libye. Voilà ce qu'ils ont fait. Pour servir, on ne sait quels intérêts. Et c'est ce parti Baas qui a donné, donc Daesh, qui a donné l'État islamique au Levant. Ça, c'est le travail des USA. Ne l'oublions jamais. Donc, à partir du moment où al-Baghdadi, vous avez entendu peut-être ce nom, en juin 2014, à Mossoul, en Irak, il dit, aujourd'hui, il dit en juin 2014, dans la mosquée de Mossoul, qu'aujourd'hui, c'est la renaissance du califat, c'est-à-dire la guidance de la communauté musulmane. C'est plus vos histoires de machin, de rois, non, on revient au califat, à la guidance de la communauté musulmane. Alors vous allez avoir des idiots, des faux intellectuels en France comme Éric Zemmour, Philippe de Villiers. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont même jamais lu Al-Farabi. Ils ne connaissent même pas Averroès. Ils ont peur de l'intelligence des Noirs et des intelligents qui ne sont pas blancs. C'est ça le problème. C'est ça le monde unipolaire que nous devons combattre. Même si on meurt, ça doit être transmis à d'autres générations. Parce que le monde unipolaire, il est mauvais. C'est une dictature. C'est la dictature de Yahvé. C'est le yavisme, c'est une dictature, c'est une entité qui veut tout commander, tout régenter. Il n'y a que lui, à part lui, il n'y a personne. Donc, il faut comprendre que Yahvé, ce n'est pas Dieu. Yahvé, c'est le nom d'un roi vers le Yémen. Quand il est mort, on a pris son ditingo, c'est-à-dire son égrégore, son énergie, son âme. On a dit, voilà, ça c'est le nom de Dieu, YHW. Mais en fait, Yahvé, ça veut dire, c'est tout simplement quand tu inspires, tu fais, après tu fais, quand tu respires, tu dis, yo, et quand tu expires, tu fais, c'est ce qui fait, Yové na Yové chez les Bantous, Yové, les Gabonais connaissent, Yahvé c'est Yové.
C'est le souffle. C'est le souffle divin en nous. Et donc le souffle divin d'un gars qui s'appelait Yahvé. Il était tellement fort, c'était un guerrier. On a pris son égrégore, on a pris son reliquaire. Si on parlait en bantou, on a dit ça c'est le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu, c'est pas Yahvé. Il faut qu'on sorte de l'unipolarité de Yahvé. Parce que c'est au nom de Yahvé que Epstein a fait ce qu'il a fait. C'est au nom de cette vision du monde, le monde unipolaire, qui n'accepte pas la différence, qui n'accepte pas l'altérité, qui n'accepte pas la célébration de la vie. J'invite donc les Gabonais, et j'invite d'abord le gouvernement gabonais à condamner, vous ne le ferez pas, mais je vous le dis, je prends à témoin l'opinion nationale et internationale, comme on dit. Il faut condamner l'attaque israélo-américaine contre l'Iran pour protéger le Sud global. Quant à la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, la jeunesse consciente, elle ne doit pas soutenir la guerre d'agression israélo-américaine contre l'Iran parce que c'est une guerre contre nous tous. Que l'ayatollah Khomeini soit mort. Il avait déjà 85 ans, il a vécu sa vie. Il y aura d'autres, vous allez voir, ils vont se battre. Et nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Donald Trump, le président Trump, nous a trompés. Trump nous a trompés, il nous a déçus. Il n'est pas clair. Et c'était d'un devoir de le dire. Pour quelqu'un qui a une vision pour son pays comme moi et pour le continent africain. Il faut cesser d'être des larbins. Des larbins. Pour finir, je me souviens en 2010-2011, quand on a tué Kadhafi, c'était un Gabonais qui était président de la commission de l'Union africaine. J'ai nommé Jean Ping. Il a été voir Kadhafi, il a été voir Gbagbo. Il n'a pas pu empêcher Obama, un hybride américano-ghanéen, de détruire un continent, d'emprisonner Gbagbo pour rien, et de tuer Kadhafi. Résultat du course, nous-mêmes au Gabon, on a senti la douleur parce que qui était derrière le financement d'Africa numéro 1, la Libye, tout ça c'est mort. Le Koumé Palace qui finançait ça très bien, c'était la Libye, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand le feu brûle chez le voisin, ne dites pas, mais ça nous regarde en quoi? Ça c'est la spécialité des Gabonais. Il faut qu'on arrête de dire, ça nous regarde en quoi? Quand le feu brûle ailleurs, sache que ça va atteindre ta maison. À un moment, ça va atteindre ta maison. Surtout quand tu n'as pas d'argent et que tu allais mendier. Surtout que tu allais manger. Tu allais mendier chez l'autre, là, les Émirats, Dubaï. Tu vas mendier en Arabie Saoudite. Ali Bongo, il a eu son AVC où? En Arabie Saoudite, à Riyad, parce qu'il avait renoncé au principe. C'était pendant une conférence économique où le monde entier avait saboté parce que les Omeyyades de l'Arabie Saoudite avaient découpé le journaliste Khashoggi dans une ambassade d'un consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Ça a tellement choqué les gens que les gens ne sont pas allés. Mais Ali est parti. Ali est parti avec Macky Sall. Mais il ne savait pas que Macky Sall était au courant qu'il allait avoir un AVC. Et qu'il était là juste pour confirmer au téléphone, ça y est, il a eu son... Macky Sall était là juste pour confirmer, ça y est, Ali a eu son AVC. Mais je n'ai pas envie de développer ça pour l'instant. Donc, Ali est allé avoir son AVC lors d'un forum économique que tout le monde avait boycotté. Parce qu'on pense que non, ce qui arrive aux autres, ça ne va jamais nous arriver. J'appelle pour terminer le peuple gabonais à se sentir concerné par cette guerre parce qu'elle touchera notre maison un jour. Bonsoir Lionel Bindou Bosougou. Donc que la jeunesse gabonaise soit pour l'Iran, c'est-à-dire pour le Sud global, pour le monde multipolaire et contre le monde unipolaire. Ne souhaitez plus jamais un monde où on vient vous imposer l'American way of life comme des cow-boys, comme des mangeurs de hamburgers, les Américains n'ont plus rien à dire. Ils ne sont plus le modèle du futur et les Européens non plus. Ils n'ont plus d'argent. Ils ont volé, pillé, fait des guerres, mais leur corruption, leur président qu'on envoie en prison, leur Epstein, là, ça, les dossiers Epstein, ça montrait que les Occidentaux comprenaient pour des anges, pour des gens vraiment bien,
qui pouvait nous faire la morale sur la démocratie, sur les principes, sur les valeurs, on apprend que tout ce système mondial occidental, il est basé sur le satanisme avec Epstein. Et principalement sur la magie sexuelle, notamment contre la magie sexuelle contre les enfants. Regardez comment ils essaient de saboter mon live. Pourtant, je suis l'ami de machin. Mais bon, ils essayent quand même. Mais ça ne va pas marcher. Vous allez écouter mon live jusqu'à la fin, malgré les coupures qu'ils font. D'accord? Donc, les Epstein Files, c'est une des raisons pour laquelle on fait cette guerre. Pourquoi? Parce que c'est le principe de Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il disait, si vous voulez étouffer une affaire, vous créez une autre affaire. Comme ça, on va oublier l'affaire que vous étiez en train de traiter. Vous créez, vous allumez un contre-feu. Donc, les Epstein Files, ils nous montrent un monde. Ils nous montrent que le blanc est un dinosaure occidental en voie de disparition. Parce qu'il voit les comètes arriver, il veut empêcher la fin de son monde. Et pour ça, il est prêt à utiliser des moyens les plus déloyaux. La magie sexuelle, l'argent sale, et puis la morbidité, la perversité, la tuerie. Et c'est pas seulement une personne qui est concernée, c'est tout un système organisé qui fonctionne comme ça depuis des décennies, peut-être même des siècles. Donc, merci Malekma. Si Dieu le veut, je serai président, n'en déplaise à ceux qui croient que je ne pourrai pas. Parce que moi, j'aime beaucoup l'Iran, parce que quand je regarde ces gens-là, j'aime beaucoup leur foi, j'aime beaucoup leur approche, pas les caricatures qu'on présente d'eux. J'aime beaucoup ces gens parce qu'ils me renvoient une sérénité. Je vois à travers ces gens, malgré les excès qu'ils ont, un monde qu'on veut effacer, un monde dont on ne veut pas. Parce qu'après eux, on va aller attaquer qui? On va aller attaquer la Chine. Après la Chine, on va aller attaquer les Russes, c'est-à-dire les pays où il y a encore de l'enchantement, où il y a encore des mystères, où on respecte encore un peu les choses, la vie et tout ça. Parce qu'ils se disent que, bon, en Afrique, il n'y a pas de dirigeants là-bas, il n'y a pas de visionnaires, il n'y a que des gens qui ne pensent qu'à leur petit plaisir. Et tu leur donnes un peu le pouvoir, et puis après, il y a quoi? Ils vont rien nous faire. On les a bombardés en Libye, on a tué Sankara. Bon, maintenant, on a un problème, on a l'AES. Là, ils ont un problème. Ils ont un problème avec l'AES. Mais nous, en Afrique centrale, on est plus riche que l'Afrique de l'Ouest, mais on n'est pas capable d'imposer, pas forcément par la guerre, parce que nous, au Gabon, on n'aime pas la guerre, mais il faut résister, il faut dire non. Donc non à la guerre contre l'Iran. Non à la guerre contre le Sud global. Le dossier Epstein nous révèle, oui, Chris Saint-Patrick, que nous sommes dirigés par une élite pédocriminelle et sataniste. Et ils sont en train d'attaquer ceux qui ne font pas de la pédocriminalité. Ils ne veulent pas de ce monde. Ils sont allés attaquer l'Irak. Ils ont détruit la Libye. Pourquoi? Pour imposer la mort, pour imposer le sale. Les Occidentaux sont nos frères, mais ils sont très violents. C'est un monde qui ne peut plus continuer. Il faut qu'ils se réforment aussi eux-mêmes. Ils nous ont imposé l'esclavage, les guerres, le colonialisme, l'argent sale, les dictatures. C'est eux qui ont magouillé tout ça. Et ils ont trouvé assez d'idiots chez les Africains pour les convaincre qu'il fallait les suivre. Moi, je suis admirateur de ce que l'Occident m'a apporté, mais je sais que l'Occident n'est pas né toute seule. Elle est allée puiser chez les musulmans. Pour faire la renaissance, ils sont allés chercher chez les musulmans. Et c'est aujourd'hui qu'ils insultent les musulmans. Parce qu'on a réussi à détruire l'idée du califat, c'est-à-dire la guidance. Quand on dit le califat bien guidé, maintenant, ils ont créé le terrorisme. Et ils ont fait monter al-Baghdadi en 2014. Ils ont facilité Daesh, l'État islamique. Ils viennent accuser maintenant ceux qui se sont défendus comme ça que c'est vous les mauvais. Ils ont installé en Syrie quelqu'un que moi-même j'ai vu couper les têtes des gens. Président de la Syrie actuelle. C'était un coupeur de tête, un égorgeur. Il a été reçu à
à la Maison-Blanche, il a été reçu à l'Élysée. Vous trouvez ça normal? On a tué Kadhafi, pourquoi? Pour avoir tout ça, toutes ces migrations, tous ces trafics d'enfants libyens. On a ouvert la boîte de Pandore, on a mis les Syriens partout, hein, comme des migrants partout. On a enlevé les enfants, on a fait des trafics pas possibles. Mais ce monde-là, il ne peut plus s'imposer. Ce monde n'est plus le modèle du futur. Donc, je m'arrête ici, je ne veux pas être plus long. Ce qu'il faut retenir de mon message, c'est que l'islam a un problème théologico-politique et que les cow-boys et les sionistes veulent mélanger leur bouche là-dedans, alors que c'est aux musulmans de se réformer. Mais comme ils ont le pétrole et à se disputer, et comme le problème de la succession du prophète Mahomet n'a pas été réglé au sein de l'islam, il y en a qui en profitent pour venir jeter le feu là-dedans, allumer le feu. Même les Israéliens qui attaquent les musulmans en ce moment, qui disent que c'est les musulmans le problème, ils oublient, et ça c'est un autre secret que je ne vais pas révéler dessus. L'islam a été créé par une conjonction de phénomènes qui incluait d'une part d'un côté des juifs et d'un côté des chrétiens non reconnus par l'Occident. On appelle les chrétiens d'Orient. Mahomet a eu, quand il a eu son expérience mystique dans la grotte où il a parlé avec l'entité, l'ange Gabriel, là il était influencé par les chrétiens d'Orient qu'on appelait en Occident les hérétiques. C'est ça qu'il a marqué. Ensuite, quand il va être persécuté à la Mecque, il va fuir à Médine. Il va maintenant être influencé par le courant. Il va être influencé par le courant juif. Et donc, dans ce courant juif, il va devenir maintenant un prophète qui n'est plus seulement mystique, mais un prophète législateur, et il va faire donc les lois coraniques. Et quand il revient à la Mecque, c'est là que ça commence, avec Soufiane, et puis toute la succession que je vous ai racontée avec les Omeyyades. Il faut que l'Africain devienne très intelligent et soit capable de décoder le monde afin que nous puissions faire en Afrique centrale. Il faut vraiment qu'on fasse sortir l'Afrique centrale de la crasse, du blocage dans lequel on est. Et pour ça, il ne faut pas qu'on aille mal interpréter les problèmes théologico-politiques, parce que nous, on en a un chez nous. On est un pays avec plein de communautés religieuses, plus les traditionalistes, plus les occultistes, les loges et tout ça. Un vrai pouvoir qui a une vraie vision, un vrai leadership, doit régler ce problème selon le principe de Pierre Mamadou qu'on appelle le MAC. Maintenir ce qu'il faut maintenir, améliorer ce qu'il faut améliorer et changer ce qu'il faut changer. Moi, je considère que tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut. Celui qui veut être musulman, il est musulman. Celui qui veut être chrétien, il est chrétien. Celui qui veut être traditionnel. Mais à condition que ce que tu es, tu n'empiètes pas sur le bonheur et la liberté des autres. Donc tu dois respecter un certain nombre de principes, de valeurs et de normes. Vous voyez le Gabon, c'est pour ça que le Gabon est le centre du réveil spirituel dans le monde. Si la pensée que je propose arrive à s'incarner au Gabon, c'est comme ça que le Gabon va devenir le centre du réveil spirituel global. Et ce que je dis, ce n'est plus moi qui parlerai tout seul. Tous les Gabonais et toute l'Afrique centrale parlera comme des gens éveillés, selon le principe du éveil-toi Gabon. On dira que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas des principes, ça, c'est pas des valeurs, ça, c'est pas des normes. Je propose donc un nouveau rêve gabonais, ce qu'on appelle le Ndossi. Oui, j'ai lu le Coran, hein, pour vous donner un petit secret, si j'ai été docteur en philosophie d'une des plus grandes écoles supérieures françaises, l'EHESS, c'est grâce à un savant musulman qu'on appelle Al-Farabi, de la période des Abbassides, pendant l'islam des Lumières. J'ai une histoire personnelle avec ce savant musulman. C'est moi qui ai décodé quelque chose que l'école des hautes études n'arrivait pas à décoder. C'est ce qui m'a donné un doctorat avec les félicitations du jury, parce que j'ai résolu un problème lié à l'islam des Lumières qui a été posé par le musulman des Lumières, Al-Farabi. J'ai beaucoup de respect pour l'islam des Lumières, pas l'islam de l'obscurité. J'ai beaucoup de respect pour les religions à partir du moment où elles ne font pas dans l'obscurité.
Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un juif est supérieur à quelqu'un à cause du sang, de la génétique, dont on pourrait dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui se disent juifs ne sont pas génétiquement des juifs. Donc, ils doivent être des juifs, sont des humains d'abord. Et il doit avoir de l'humanité, un sens humain envers les autres. Pareil pour les musulmans, pareil pour les chrétiens, pareil pour les bouddhistes, pareil pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle donc l'idée d'humanité au sein du problème théologico-politique. Le titre de ma thèse parlait de ça d'ailleurs. Le titre exact que vous pouvez retrouver sur Internet, vous tapez Ben Mougamba, vous verrez donc le titre « L'idée de permanence dans le problème théologico-politique ». L'idée de permanence, ou l'idée d'humanité, mais je préfère dire l'idée de permanence dans le problème théologico-politique. Donc j'ai été un docteur avec toutes les félicitations du jury à l'École des hautes études sur la base de ce travail, donc je sais de quoi je parle. Je vous remercie de votre patience. Prions pour l'Iran, prions pour le monde d'après, prions pour le Sud global, prions pour nos frères et sœurs musulmans qui sont dans ce problème théologico-politique en plein Ramadan. Et que Dieu ramène à la raison et les sionistes et les Américains et tous les Occidentaux qui ne sont plus le modèle du futur. Je vous remercie. Bonne soirée.